Avez-vous déjà entendu parler d'un génie, d'un enfant prodige? L'êtes-vous peut-être vous-même? Je vous propose d'en savoir aujourd'hui beaucoup plus avec Charlotte Riedberger, qui a écrit un très joli ouvrage, son premier ouvrage, qui est destiné et centré sur les génies. Bonjour Charlotte. Bonjour Olivia. Vous êtes toute jeune, mais vous avez une vingtaine d'années d'expérience en tant que psychanalyste. Je me suis spécialisée donc depuis un certain nombre d'années dans les profils neurodivergents. On distingue les neurotypiques qui sont dans la norme statistique du point de vue de leur fonctionnement neurocognitif et les neurodivergents. Et parmi les neurodivergents, on compte donc les hauts potentiels intellectuels ou surdoués, oui. Les TDAH, donc ceux qui ont des troubles de l'attention et ou des troubles de l'impulsivité, une hyperactivité motrice, soit un trouble du spectre autistique, plus particulièrement les personnes qui ont un autisme dit de haut niveau ou qui sont Asperger. Enfin, aujourd'hui, on n'établit plus de différence. Les personnes hypersensibles, les personnes qui ont un haut potentiel émotionnel et les personnes qui vont avoir des troubles 10. Donc c'est peut-être à cause de cette patientèle que vous avez eu envie de mieux l'expliquer aux personnes de leur entourage. Alors c'est à la fois du fait de ma patientèle et de ce que j'ai appris à travers cette expérience très riche, mais également, depuis que je suis petite, je me pose cette question. Comment est-ce qu'on perçoit le monde et pourquoi est-ce qu'on le perçoit tous de manière différente? Qu'est-ce qui vous a motivé, Charlotte, à écrire un livre, votre premier livre sur ce sujet-ci, les génies? Je me suis intéressée à la question de la perception, c'est-à-dire comment on perçoit le monde, pourquoi on le perçoit tous de manière différente, comment s'organisent les processus de la pensée, qu'est-ce qui fait qu'on devient créatif, qu'on va produire une œuvre parfois extrêmement originale, très innovante, qui permet à l'humanité de faire un bond en avant dans un domaine qui peut être les sciences, la technologie, mais aussi la littérature, l'art, la musique. Et je voulais montrer que l'intelligence n'est pas réservée seulement aux personnes qui ont un haut potentiel intellectuel et que même des personnes qui peuvent avoir au départ un QI très faible, comme Stephen Wiltshire par exemple, qui a commencé en étant autiste non-verbal. À l'âge de 9 ans, il ne parlait pas. Les premiers mots qu'il a prononcés, il avait 4-5 ans, c'était papier-crayon. Il avait un QI évalué à 47, donc c'est très faible. Aujourd'hui, grâce à son immense talent, enfin son génie, puisqu'il est un des plus grands génies, un des 100 premiers génies du monde. En reproduction mentale. Voilà, en fait, il a une mémoire éditique, une mémoire photographique, on l'appelle l'œil caméra. Il va survoler une ville en hélicoptère et en 10 minutes, il a photographié l'intégralité de la ville. Et il peut relire dans son cerveau tous ces clichés qu'il a pris et les assembler et produire une vue panoramique ou en surplomb des mégalopoles qu'il a survolés, des monuments les plus magnifiques du monde et nous apporter sa vision originale. Tout à l'heure, excusez-moi, je vous interromps, vous avez évoqué le QI. Donc ce que j'aurais souhaité, c'était survoler nous aussi un petit peu l'histoire, l'évolution de ce QI. Parce que beaucoup des personnes qui nous écoutent pensent que le QI, le fameux test, j'ai tant, plus de 130, moins de 130, pour se positionner par rapport à ça. Mais le QI a beaucoup évolué maintenant. Donc l'évaluation du génie ne se base plus forcément par rapport à ça. Vous avez évoqué dans votre livre, qui est passionnant, d'autres critères qui s'ajoutent, la créativité justement dont vous avez parlé. Oui, effectivement. Alors un des premiers à s'être interrogé sur la question des formes d'intelligence, c'est Howard Gardner, dans son ouvrage sur les intelligences multiples. À l'époque
où on a commencé à évaluer les QI, donc c'est notamment Binet et Simon en France, donc on est au tout début du XXe siècle, en 1905, et le but c'était de voir quels étaient les élèves qui pouvaient suivre à l'école. Pendant longtemps, on a cru qu'une personne qui était bonne en mathématiques allait être bonne dans toutes les matières. Et on allait surtout évaluer donc aussi bien les compétences langagières que le raisonnement logico-mathématique. Depuis l'arrivée des neurosciences, on se rend compte que l'intelligence n'est pas l'apanage des matheux seuls, qu'il y a différentes formes d'intelligence. Et aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser qu'une personne qui va au test de QI, donc les échelles de Wechsler notamment, une personne qui va avoir un item supérieur à 130, même si c'est un QI hétérogène, va être quand même considéré comme étant surdoué ou au potentiel intellectuel, même si du coup l'intellect parfois n'est pas du côté de cette compétence logico-mathématique, elle peut être plus soit du côté de la littérature, soit radicalement différente. C'est-à-dire Stephen Wiltshire ou d'autres génies dont j'explore les compétences dans mon ouvrage ont des compétences qui sont peu mesurables par ces tests de QI. Aux États-Unis, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui est extrêmement doué en sport va être considéré comme un génie. C'est moins le cas en France, mais de plus en plus, on se rend compte que le génie peut prendre différentes formes. Oui, parce que la définition finalement du génie, votre définition du génie, quelle serait-elle? Alors je dirais que le génie, c'est une personne qui à la fois a produit une œuvre qui apporte un regard innovant, radicalement nouveau à l'humanité dans un domaine ou plusieurs domaines, comme Léonard de Vinci par exemple, génie universel. C'est quelqu'un donc qui apporte une révolution du point de vue du regard qu'il a sur le monde, du point de vue de sa trouvaille. En général, c'est quelqu'un qui a une capacité, outre la créativité et l'innovation, à rester focus, à être très persévérant et qui a une œuvre assez vaste, qui est assez prolifique. Alors, on peut parler de prolificité facilement quand il s'agit d'un artiste. Quand c'est un scientifique, il faut regarder pas seulement le nombre d'articles qui ont été publiés, mais l'innovation, parce que parfois, un scientifique peut avoir passé des années sur un même sujet. Vous parlez beaucoup de l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche peut avoir des déficits qui sont compensés, surcompensés par l'hémisphère droit, qui va dans ce cas-là être en hyperfonctionnement, si je peux employer ce terme-là. Oui, tout à fait. Et l'hémisphère droit est évidemment l'hémisphère de l'intuition, des sensations, des émotions, des sons. De la vision 3D également, de ces compétences qu'on va associer plutôt au cerveau artistique. Pas seulement une question de cerveau droit, cerveau gauche, mais effectivement, le cerveau droit peut prédominer. Maintenant, on a aussi des cas de savantisme spontané qui émergent tardivement. Par exemple, à la faveur, si j'ose le dire, d'un Parkinson, d'un AVC, d'une lésion cérébrale. Donc on pourrait croire que c'est forcément un drame, et pourtant, dans certains cas, ça va comme libérer la conscience, la capacité du sujet à accéder à ce que j'appelle l'inscient, c'est-à-dire le réservoir en quelque sorte de l'information universelle. Et c'est comme si ces personnes allaient puiser dans leur conscience des informations, des connaissances, et certains sont devenus tardivement musiciens de génie, un sculpteur de génie. C'est Alonso Clément. Alonso Clément, oui. Ou encore, subitement, la personne devient capable de voir le monde sous forme d'équations mathématiques, alors qu'elle n'a jamais fait de mathématiques de sa vie. Et ça pose vraiment une question, c'est-à-dire à quel point la dimension analytique de notre cerveau peut nous empêcher d'accéder à cette autre dimension qui est plus créative.
Et que, a priori, vous dites, nous possédons tous. Voilà. Parce que nous avons tous ce potentiel énorme, inconscient, inutilisé. Exactement. Nous avons tous ce potentiel inconscient qui peut être révélé, donc, entre guillemets, à l'occasion ou à la défaveur d'un choc ou d'une lésion ou d'une dégénérescence. Mais potentiellement, nous pouvons, alors parfois ça va être fait de manière artificielle, hein, grâce à une stimulation intracrânienne par des électrodes avec l'émission d'un courant continu. Mais on peut aussi y accéder grâce à la méditation qui va nous permettre d'aller dans des états modifiés de conscience et de produire des ondes alpha, voire des ondes θ qui justement vont favoriser la pensée divergente et l'accès à ces liens en fait qu'on n'a pas l'habitude de faire et donc à la créativité. Le lâcher prise, parce que vous signalez dans votre livre effectivement que beaucoup d'illumination, d'inspiration, d'intuition arrivent soit dans les rêves, par les rêves, soit lors d'une balade, lorsqu'on lâche prise. Oui, le processus créatif relève on va dire, de plusieurs étapes. Donc, selon qu'on a plus une approche scientifique ou qu'on est un artiste, ce ne seront pas forcément exactement les mêmes processus qui vont se mettre en place, mais globalement, on va dire que pour une personne qui a une approche scientifique, elle va utiliser la partie de son cerveau qui lui permet d'analyser, de réfléchir à tel ou tel problème. Et ensuite, il va falloir effectivement qu'elle lâche prise. Donc, soit par exemple, Mozart racontait qu'après un repas bien arrosé, il était dans un état d'assoupissement, de rêverie, et que tout d'un coup, il avait dans son cerveau comme un tableau musical qui lui apparaissait, qu'il n'avait plus qu'à retranscrire les différentes mélodies dans ses partitions, les différentes voix de ses symphonies, de ses concertos. Srivinaraja Ramanujan, donc ce grand mathématicien autodidacte qui est né dans la pauvreté en Inde et qui, la nuit, quand il rêvait, raconte que la déesse Namagiri rédigeait pour lui sur des rouleaux sacrés dans une encre de sang des théorèmes auxquels il n'avait pas de réponse. Et elle lui a livré, selon lui, ainsi de nombreuses clés. Il a réussi à résoudre des milliers de théorèmes réputés insolubles. Cette indienne également, Shakuntala Devi, qui était capable de résoudre des calculs extrêmement complexes en quelques secondes. Elle a ainsi réussi à battre en vitesse l'UNIVAC, l'un des premiers ordinateurs, et puis Einstein. Donc alors que Einstein lui a posé donc une équation au tableau qu'il mettait lui-même 3 heures à résoudre, en quelques instants, c'était fait. Et Einstein était sidéré, il lui dit « Mais comment vous faites ça ?» Et elle répond « Mais écoutez, je n'effectue pas de calcul, je lis la réponse dans ma tête. » Donc, elle était à chaque fois plongée dans un état, on va dire, un peu d'association libre. C'est un peu la méthode de Freud. Ça va favoriser la pensée divergente. Donc, c'est possible, en fait, quand la personne est dans un état de détente, qu'elle s'autorise à ne plus penser de manière endoxale, c'est-à-dire avec des présupposés, mais qu'elle s'autorise à être juste dans l'écoute et laisser l'information se déposer en elle, se décanter. Si on prend l'exemple d'un schizophrène qui a fait des travaux en mathématiques, en géométrie et en théorie des jeux qui ont apporté beaucoup, donc aussi bien dans le domaine de l'économie, évidemment des mathématiques et de la géométrie, mais également de la théorie militaire, de l'intelligence artificielle, de l'informatique, la cryptologie. Je parle de John Forbes Nash,
dont l'histoire a été romancée dans le biopic que vous connaissez certainement, Un homme d'exception. Si on prend son cas, la pensée des schizophrènes est particulière puisqu'ils ont la capacité d'associer des idées qui sont dites non connexes, c'est-à-dire qu'elles n'ont a priori rien à voir. Ils ont également la capacité de penser en paradoxe et, dans le cas de Nash, de résoudre éventuellement des paradoxes. Et ces idées lui venaient alors qu'il marchait en sifflotant du bac. Donc on voit le lien entre la marche, la détente, la musique, et toujours cet état modifié de conscience qui va permettre d'activer ce qu'on appelle le réseau par défaut, où on pense de manière divergente. Alors tout à l'heure, vous parliez du réservoir d'informations. Alors ce réservoir d'informations m'intéresse puisqu'il est en nous et il est autour de nous. Qu'en pensez-vous par rapport à tout ce que l'on dit aujourd'hui sur la mémoire akashique, par exemple? Oui, c'est une bonne question. Effectivement, mon hypothèse est qu'il y a une intersection entre ce que j'ai appelé le cône de conscience du sujet et le cône cosmologique de lumière d'Einstein. C'est-à-dire? Si vous visualisez un cône, oui. Donc, le cône cosmologique de lumière avec sa pointe. La pointe du cône, ce serait potentiellement, selon Stephen Hawking et Roger Penrose, une singularité. Une singularité, c'est un espace qui est comme replié sur lui-même, c'est-à-dire il faut imaginer un espace où il n'y a pas d'espace finalement, puisque c'est un espace entièrement replié, où il n'y a plus que du psychique, et plus de temps réel, plus de temps mesurable, uniquement du temps imaginaire. Le temps imaginaire, c'est en quelque sorte la réunion de tous les temps, le temps passé, le temps présent et le temps futur. L'information circule de manière instantanée, c'est-à-dire plus vite que la lumière. Si effectivement il existe une intersection entre la pointe du cône cosmologique d'Einstein et la pointe de notre cône de conscience, c'est-à-dire le moment où on s'incarne, mais aussi cette région de notre psychisme qui n'est pas limitée au cerveau, où on peut aller puiser justement cette information qui est commune à l'univers entier et donc à tous les êtres qui peuplent l'univers, y compris les végétaux, eh bien à ce moment-là, cela explique comment on peut avoir des transmissions de pensée. C'est-à-dire qu'il suffit que je pense à une personne, et tout le monde l'a déjà fait cette expérience, pour que cette information soit émise dans l'univers et que tout d'un coup, cette personne que je n'ai pas vue depuis 5 ans me téléphone. C'est l'idée qu'effectivement, il y aurait cet espace commun et ça rejoint l'idée d'inconscient collectif de Jung, mais je l'ai formalisé en utilisant des outils mathématiques et des concepts de physique quantique. Quand on prend le cône cosmologique de lumière d'Einstein, la limite de divisibilité du réel, c'est l'échelle de Planck. Au-delà de l'échelle de Planck, au-delà du Big Bang, on est dans un espace à 3 dimensions et 1 dimension de temps. C'est ce qui nous permet de nous donner rendez-vous. Voilà, on a pu se retrouver. On savait où, à quelle heure, quel jour. En revanche, dans l'espace qui est en deçà de la limite de Planck, tout est flou, tout est quantique. L'espace et le temps se déforment. Pour donner une idée, c'est le temps des rêves. Dans un rêve, on ne peut pas se donner rendez-vous. Tout simplement parce que si on se donnait rendez-vous dans un rêve, on serait peut-être ici, mais en même temps, peut-être on serait dans un espace qu'on ne connaît pas, et puis peut-être dans la chambre de notre enfance, et on serait à la fois nous maintenant, mais nous enfants, et peut-être autre chose, nous après, ou peut-être même en position un peu méta, c'est-à-dire pas forcément incarné. Et on voit que quand on est dans nos rêves, c'est très difficile de dire précisément comment l'action se fait. On se rend compte qu'il peut y avoir plusieurs actions qui se passent en même temps. C'est pour ça que c'est difficile de raconter un rêve. Donc on voit la nature essentiellement quantique du rêve, puisqu'il s'écoule un tout petit peu de temps dans un rêve,
de temps mesurable, très peu, quelques secondes, parfois quelques minutes, mais beaucoup de temps imaginaire. Oui. Nous avons évoqué les adultes, mais il y a aussi les enfants qui peuvent être de petits génies dès le départ et qu'on appelle les enfants prodiges. Alors j'ai bien aimé la définition que vous donnez dans votre livre de l'enfant prodige qui finalement va dépasser l'adulte dans un certain domaine bien spécifique et bien défini par ses capacités malgré la différence d'âge. Exactement. Donc on peut voir des enfants prodiges en la personne par exemple de Mozart qui déjà à 3-4 ans écrivait ses premiers concertos et qui faisait des jeux de mots en disant ben voilà, c'est très difficile les concertos, c'est pour ça que ça s'appelle un concerto, parce que concertare, ça veut dire se battre. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ces enfants? Parce qu'il y a donc leur capacité ou déficit, puisque l'un va souvent avec l'autre, et leur environnement. Il y a pas mal de facteurs qui se greffent finalement, parce que vous dites justement qu'un haut potentiel n'est pas forcément un génie. Oui, en fait, si je prends dans deux exemples qui sont radicalement différents de prodiges, Stephen Wiltshire par exemple et John von Neumann. John von Neumann était également très haut potentiel, THQI. Donc vraiment, il répond à la définition ancienne du génie. Il était également très créatif. Dès l'âge de 2 ans, il parlait le hongrois, le français, l'allemand couramment, puis il s'est mis à parler le grec, le latin. À l'âge de 6 ans, je crois, il parlait déjà 10 langues. À l'âge de 8 ans, il faisait des algèbres différentielles, des calculs extrêmement complexes, mais aussi il avait une mémoire eidetique. Donc tout ce qu'il lisait, il le mémorisait. Il connaissait par cœur les 48 ouvrages de l'histoire universelle. Il était tellement doué en langue, en mathématiques, enfin à tout ce qu'il pouvait toucher, qu'à 15 ans, il a fait pleurer son professeur de mathématiques qui était éberlué devant son génie. À 22 ans, il a passé son doctorat de mathématiques et il a été professeur aux côtés de Einstein et de Gödel à Princeton. Et ce qui est tout à fait amusant, c'est qu'il a donné le personnage de Folamour, Docteur Folamour de Kubrick. Il était toujours habillé en costume 3 pièces. Et en même temps, donc il pouvait aller en costume 3 pièces sur sa mule dans le Grand Canyon, mais aussi en costume 3 pièces dans sa voiture. Elle était tellement fascinée par les médias, l'information, les livres, qu'elle était toujours en train de lire au volant. Ce qui fait qu'il a créé de nombreux accidents. Et ce qui est amusant, c'est de comprendre le lien qui existe entre son côté très pluriel, multifacette, prismatique, eh bien, pourrait être lié à un TDAH de type 3. C'est-à-dire le côté à la fois inattentif, impulsif, hyperactif, capable de mener plusieurs programmes en même temps, en quelque sorte, avec une capacité d'hyper-focus. Il travaillait toujours dans un environnement bruyant, avec le gramophone à fond. Et voilà, ça donne des personnages complètement atypiques. Mais il a été encouragé aussi, ça c'est aussi un aspect qui est important, c'est ce qui concerne l'environnement. C'est-à-dire que la plupart des génies ont dû être soutenus par au moins une personne proche, soit un parent, soit un ami de la famille, soit un oncle, une tante. C'est très difficile pour une personne entièrement seule, d'un milieu défavorisé, de pouvoir cultiver son génie, de pouvoir lui donner jour réellement. Tout à l'heure, vous avez évoqué le film Docteur Folamour et ça me fait penser à Rain Man. Oui, alors Rain Man a été inspiré par le personnage, comment dire, pas par le personnage, mais par le génie qui s'appelle Kim Peek, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser de par le film, n'était pas un autiste savant, mais quelqu'un qui a été, dès la naissance en fait,
de par une malformation congénitale, affectée de ce qu'on appelle le syndrome FG, qui a fait qu'il n'avait pas de cervelet. Ça veut dire qu'il était extrêmement maladroit et il n'était pas capable de faire lui-même ses lacets, de s'habiller, de fermer un bouton. Il ne pouvait pas marcher droit. Au départ, les médecins pensaient que Kim devait être placé dans une institution, qu'il n'avait aucun espoir pour lui. Or, ses parents se sont rendus compte, quand il avait 18 mois, qu'il était capable de lire tout seul, qu'il avait appris à lire tout seul, qu'il photographiait avec chacun de ses yeux en même temps les images, c'est-à-dire les textes qu'il lisait. Et en quelques secondes à peine, il avait lu déjà instantanément 2 pages. Et la chose la plus étonnante, c'est qu'il avait mémorisé ces pages à vie. Tous les ouvrages qu'il a lus depuis ses 18 mois jusqu'à la fin de sa vie, il les a connus par cœur. Je crois jusqu'à 12 000 livres. 12 000 ouvrages. Alors ça allait du bottin téléphonique à des ouvrages beaucoup plus complexes. On l'appelait le Google vivant, aussi parce qu'il avait accès au calendrier perpétuel. C'est-à-dire qu'il était capable de vous dire, si vous lui donniez une date, quel jour de la semaine c'était. Il était capable aussi, grâce à sa mémoire extraordinaire, de vous dire quel temps il faisait ce jour-là, quels étaient les événements à l'échelle mondiale ce jour-là. Wow. Et dans le centre où il travaillait, un centre pour handicapés, il faisait le travail de 2 ordinateurs et demi. Donc un personnage, au départ, on pourrait dire, c'est juste un ordinateur, après tout, qu'est-ce qu'il a de génial, puisqu'au départ, il avait un QI assez faible, bien qu'il ait quand même passé son bac à 14 ans. Mais ce qui l'a rendu génial, c'est justement d'apparaître dans ce film. Car grâce à Dustin Hoffman, qui a incarné son personnage, Rainman, et qui a été C'est un magnifique film. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, je vous le conseille vraiment. Très touchant. C'est un film très très touchant qui parle de l'autisme, du handicap. Et de façon très humaine. Et qui montre qu'il y a toujours 2 faces. C'est-à-dire, c'est comme une pièce. Il y a la face géniale, aptitude hors du commun, et puis toutes les difficultés dans le quotidien. Dans le quotidien, dans la relation aux autres, même dans la relation à soi-même, et au niveau de l'anxiété que l'on peut éprouver. Grâce à Dustin Hoffman, Kim Peek s'est mis à faire des conférences, à interagir avec les gens, et à la faveur de ces interactions, peu à peu, il a commencé à pouvoir développer sa personnalité, à se mettre à interpréter le monde différemment, à penser. Il a accédé progressivement à l'humour qu'il ne maîtrisait absolument pas, qu'il ne comprenait pas au départ. Puis, d'après les personnes qui l'ont côtoyé, qui ont été témoins de son génie, il s'est mis de lui-même, encore une fois de manière autodidacte, à composer. Il avait mémorisé bien sûr des milliers de mélodies, mais il s'est mis à composer et certains sont d'avis qu'il aurait été le futur Mozart s'il n'avait pas été emporté par un AVC. Alors nous avons évoqué des hommes, mais il y a aussi des femmes dans votre liste de génies. Alors je pense à Lady Lovelace par exemple. Oui, Lady Lovelace. Alors ça c'est une femme pionnière de l'informatique. Oui. Ada, de mon point de vue, était évidemment haut potentiel et TDAH. 1842, elle écrit la notice de la machine analytique de Charles Babbage, son professeur de mathématiques. Elle va vraiment développer et concevoir le premier programme informatique, les premiers algorithmes analogues aux ordinateurs qu'on connaît aujourd'hui. Elle avait développé aussi, dans l'espoir de permettre à la machine de Babbage d'être produite de manière industrielle, des algorithmes pour gagner au derby, donc la course de chevaux. Oui. Et malheureusement, elle a échoué. Donc, mais si elle avait réussi, si elle n'avait pas
était criblée de dettes et qu'au contraire, elle avait réussi à gagner au derby, voire donc suffisamment d'argent pour produire la machine en série, eh bien, on serait passé à l'ère de l'informatique avec 100 ans d'avance. Là, vous parliez de l'obstination, effectivement, et s'obstiner à jouer pour pouvoir gagner, finalement. Oui. Votre livre peut sembler un petit peu comme une encyclopédie, et pourtant, il regroupe énormément d'informations. Alors, vous avez regroupé une 50aine de génies dans 7 thématiques différentes, l'universalité, l'information, la créativité, parmi tant d'autres. Il y a une sorte de profil par personnage, par génie, son enfance, ses inventions éventuelles, sa portée universelle, son quotidien. Et puis à la fin de chaque thème, de chaque chapitre, vous donnez des clés qui aident à mieux comprendre. C'est pourquoi ce livre est très très intéressant, m'a beaucoup plu, parce que c'est déjà très intéressant du point de vue culture générale. C'est intéressant pour les personnes qui nous écoutent et qui sont concernées, qui vivent peut-être avec un génie, un enfant prodige, qui côtoie quelqu'un qui est génial dans ce sens-là. Comment avez-vous pu définir ces thématiques et choisir, parce qu'en fait, il y a tellement de génies. Steve Jobs, Léonard de Vinci, je ne peux même pas tous les nommer, Marie Curie, Baudelaire, Socrate, il y en a tellement. Ça a été difficile de pouvoir, vous avez compris, retrécir votre choix à ce point-là. Oui, c'était très difficile. J'ai vraiment dû batailler avec moi-même. Je voulais choisir des génies qui soit avaient une portée universelle et donc qui pouvaient être universellement reconnus comme étant des génies, mais montrer aussi toutes les facettes que peut prendre le génie du point de vue de la neurodiversité, du point de vue de l'expression créative. C'était vraiment difficile et certains des génies pourraient être sur plusieurs chapitres, mais il fallait faire des choix, il fallait proposer des clés pour mieux comprendre. Il y a une progression à travers l'ouvrage, même si on peut l'ouvrir à n'importe quelle page et découvrir, puisque l'idée c'était de rendre chacun des génies vivants, de se dire, si je le rencontrais aujourd'hui, à quoi est-ce qu'il ressemblerait ? Quand on découvre que Socrate était également un hoplite, c'est-à-dire un guerrier grec, et qu'il a fait plusieurs guerres, c'est quand même étonnant, on s'y attend peu. Donc j'ai cherché à rendre chacun des génies dans leurs diverses dimensions, et en même temps j'ai essayé de permettre de comprendre comment ils pensaient, quelle était la particularité de leur fonctionnement neurocognitif, sans pour autant être trop technique. Parce qu'on se rend compte, effectivement, vous les rendez déjà très humains, très attachants. On se pose la question après de dire, même par exemple Dali, on comprend pourquoi ils peuvent être très excentriques. Ils sont tellement peu dans la norme du quotidien que nous connaissons tous, que forcément ils attirent le regard par leur comportement atypique et que l'on pardonne. Parce que, justement, je disais tout à l'heure, ils sont très très attachants. Mais c'est tellement amusant de savoir que Dali, qui voulait être aussi créatif dans sa vie quotidienne que dans son œuvre, a failli mourir. Alors qu'il s'est rendu en scaphandre à une exposition surréaliste et que tout d'un coup, l'air a commencé à lui manquer et que c'est un poète qui, voyons qu'il gesticulait dans tous les sens. Parce qu'on croyait qu'il s'amusait ou qu'il faisait le clown, donc personne ne réagissait. Personne ne réagissait et donc il a sauvé Dali in extremis. Donc le côté loufoque des personnages. Le côté loufoque, le côté professeur Cosinus ou Tournesol, que tout le monde connaît, de l'œuvre d'Hergé, on va dire, pas seulement des scientifiques, mais également des artistes. C'est un ouvrage très amusant également à faire. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire et j'espère que ça se ressent. D'ailleurs, je vais rassurer tout de suite les personnes qui peuvent nous écouter, ce n'est pas trop technique. Il y a un peu de technique à la fin ou au début de chaque chapitre,
mais le reste se lit de façon très, très agréable. Même pour les ados, pour des enfants qui veulent connaître la vie de certaines personnages plutôt. Oui, je pense que ça peut intéresser à la fois les personnes qui veulent en savoir un petit peu plus sur les génies qu'ils ont pu rencontrer, aussi bien à l'école que dans leur lecture ou au détour d'une exposition, que les pédagogues qui ont envie de mieux comprendre le fonctionnement de certains de leurs élèves, qui ont l'air de rêvasser ou qui ont tout d'un coup une trouvaille et qui se disent « Tiens, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête Comment se fait-il que on l'entend jamais ?» Et voilà, quelque chose se produit. Et puis également les personnes qui sont concernées par des petits génies, ils se disent « Tiens, mais j'ai le fils de ma sœur qui est peut-être concerné par un syndrome d'Asperger ou qui aurait peut-être un TDAH. Et comment je peux faire pour l'aider ? Comment je peux faire ? Ou cet enfant qui est dyslexique, quels sont les points forts et pas seulement les points faibles. » Oui, vouloir le secouer, le rabrouer inutilement. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir normaliser les élèves, à les rendre conformes. Il y a tout un courant du transhumanisme qui vise à éradiquer les embryons non conformes. Il est question d'essayer de faire en sorte d'éradiquer l'autisme. Or, il me semble important de dire que c'est cette dimension neurodivergente, cette façon différente d'appréhender le monde. Ces personnes ont permis à l'humanité de faire des sauts, de s'améliorer. Oui. Et si on standardise à l'infini, que va devenir l'humanité ? Sachant que même l'informatique a été inventée par les autistes. La Silicon Valley, c'est Steve Jobs. Voilà, Steve Jobs. On est l'exemple type. Exactement. Je pense qu'il serait important de réfléchir à une façon d'appréhender la pédagogie autrement, de façon à toucher le plus grand nombre d'élèves et ne plus chercher à faire en sorte que les élèves rentrent dans les cases ou apprennent seulement d'une certaine façon. Certains pédagogues, professeurs, instituteurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer réfléchissent activement à ces dimensions et cherchent à mettre ça en place dans leur classe, de façon à faire en sorte que tous les élèves puissent comprendre. Parce qu'on sait par exemple que les personnes autistes ont besoin de comprendre de manière imagée et concrète les concepts qui sont maniés en classe. Alors, comment faire pour que les mathématiques deviennent tout d'un coup concrètes ? Comment faire pour que l'histoire devienne une discipline concrète, presque visuelle ? Oui. Eh bien, c'est possible. Si vous deviez donner un conseil pour stimuler l'imagination d'un adulte ou d'un enfant, ou peut-être la nôtre tout simplement, notre créativité, qu'est-ce que vous nous conseillerez de faire ? Alors je dirais en premier lieu de sélectionner ce à quoi les enfants sont exposés, ou les adultes, lutter contre ce que Pierre-Marie Liédot appelle l'infobésité, c'est-à-dire ne pas forcément consommer la télévision, consommer les médias ou consommer les réseaux sociaux, mais vraiment sélectionner, choisir, aller dans le sens de ce qui nous émerveille, de ce qui nous interpelle, observer les signes discrets, apprendre à remarquer ce que les autres ne voient pas. Écrire également, écrire tous les jours quelques pages, noter nos impressions, noter vos impressions, noter vos rêves, noter vos réflexions au hasard des discussions, des rencontres. Tout d'un coup, vous observez peut-être une architecture particulière ou une sculpture ou un arbre ou une personne qui stimule votre imaginaire. L'idée, c'est vraiment d'être dans l'écoute, dans l'observation et de s'autoriser à laisser parler son imaginaire. Un autre conseil que je peux donner, c'est se mettre en relation avec la nature. Oui. Être
à l'écoute de son corps, de ses besoins, de ses émotions, pratiquer la méditation et s'ouvrir au monde et à la différence. Si vous aviez juste une seule phrase pour conclure cette interview, laquelle serait-elle? Eh bien, ce serait celle du laboratoire Lati de Paris Descartes. Pour être un génie, il faut se mettre dans la peau d'un génie. C'est tout un programme, mais ça ouvre plein de portes. Merci Charlotte, j'ai été très très heureuse de vous recevoir aujourd'hui, de partager ce moment avec vous. C'est un grand plaisir Olivia. Donc j'espère que cela donnera envie aux personnes qui m'écoutent de découvrir ce très joli ouvrage qui fait partie d'ailleurs d'une collection qui s'appelle 3 minutes pour comprendre comment pensent les génies. Et maintenant je crois qu'on en sait beaucoup plus grâce à vous. Merci Olivia. J'espère que vous avez aimé cette interview. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre rencontre. À bientôt.